Je vous propose effectivement de parler de cette jeune femme, de cette fillette qui avait été brutalisée et violentée dans une classe, avec l'institutrice hier qui était en garde à vue. Et nous étions avec l'avocate hier de cette institutrice et nous sommes, je pense, avec l'avocat, pardonnez-moi, de l'institutrice Laurent Hazan, qui était déjà avec nous il y a la semaine passée. Bonjour Monsieur Hazan et merci d'être avec nous. Bonjour Pascal Pro, merci pour votre invitation. Nous étions d'ailleurs dans l'émission de CNews tout à l'heure avec votre consoeur Vanessa Hedberg qui défend, avec attention. Voilà, qui défend l'avocate de la famille de cette petite fille qui aurait, alors j'ai pas compris à savoir si cette petite fille aurait 2 jours ou 2 mois d'ITT, si j'ose dire, et c'est quand même un sujet important à savoir. C'est un sujet extrêmement important. Parce qu'évidemment, 2 mois ou 2 jours, ça n'a pas les mêmes conséquences, notamment en matière pénale. D'abord, il faut se réjouir qu'elle n'ait pas 2 mois d'ITT, mais simplement 2 jours. Voilà. Alors, si vous voulez, en termes de communication, en termes de présentation des faits, si vous voulez, je trouve ça, on va dire malhonnête, mais pour le moins indélicat, de rabâcher à longueur de temps qu'il s'agirait de 2 mois d'ITT, et je rappelle qu'en droit français, quand on a 2 mois d'ITT, ce n'est pas rien. Oui, mais d'où sort ce chiffre de 2 mois ? Cette période-là... Elle vous l'a dit, c'est un médecin ou un psychologue qui aurait considéré que la jeune fillette ne pourrait pas reprendre l'école pendant ce délai. Mais ce n'est absolument pas ce qu'a décidé le médecin de l'unité médico-légale, c'est-à-dire le médecin qui reçoit les victimes dans le cadre d'une procédure judiciaire et qui définit l'ITT. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui peut, même si cette petite fille, forcément, elle va être... Évidemment. Il peut avoir des séquelles. Bon, hier, vous étiez en garde à vue. Vous étiez en garde à vue hier avec donc cette institutrice. Bon, elle est arrivée à 9h du matin, sans doute. Elle était convoquée ou ils sont venus la chercher à son domicile? Non. Alors, elle a été convoquée. Elle a été convoquée et la garde à vue était prévue, c'est-à-dire que ça n'a pas été une surprise. Ce que je dois dire d'abord, c'est que je me suis étonné que le procureur de la République ait décidé de l'auditionner sous le régime de la garde à vue. Je rappelle que la garde à vue, c'est un régime de privation de liberté, c'est-à-dire que vous êtes forcé, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas quitter les lieux lorsque vous le souhaitez, vous ne pouvez pas quitter le commissariat, vous êtes obligé, vous restez à la disposition des enquêteurs et vous pouvez passer, puisque une audition ce n'est pas continu sur 48 heures. Et donc il y a des moments où vous vous retrouvez dans une cellule. Et donc on vous C'était le cas hier ? Droits, bien sûr. Alors non, justement, on lui a notifié ses droits, bien évidemment, mais heureusement, les enquêteurs, et là c'est un point très important pour moi, ont fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une particulière bienveillance qui a fait que ce calvaire a été allégé. Et donc, on lui a épargné, parce qu'on a compris à qui on avait affaire, on lui a épargné le passage par la geôle et on a fait en sorte que, effectivement, elle n'ait pas à vivre ce qui peut être un traumatisme pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'une garde à vue. Bon, donc elle est arrivée, c'était à 9h du matin que la garde à vue a commencé ? Elle est arrivée à 9h30. Et elle s'est terminée jusqu'à 17h ou 18h ? À peu près. Bon, vous avez assisté à toutes ces auditions ? Bon. Bien sûr. Alors, il y a quelque chose, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes tenu par le secret professionnel ou pas, mais il y aurait une affaire antérieure il y a 10 ans ou 12 ans, une famille se serait plaint d'une gifle que cette dame aurait donnée. Oui, ce n'est pas un secret, puisque effectivement, on en fait état. Ma consoeur avocate de la famille, mais pas du tout, elle ne l'a jamais reconnu. Je rappelle que ce sont des faits anciens. De quoi s'agit-il ? Des parents, en 2012, avaient écrit au rectorat pour signaler des faits de violence qui auraient été commis par ma cliente sur leur enfant. Il n'y a pas eu de plainte pénale à l'époque, donc pas d'enquête judiciaire.
il y a simplement eu une enquête administrative interne. Et que s'est-il passé? Et c'est là où, encore une fois, toute la vérité n'est pas dite. Que s'est-il passé? On a auditionné le jeune élève et le jeune élève avait reconnu avoir menti. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on essaye d'exhumer cette affaire qui n'avait débouché sur rien parce que l'enfant lui-même avait déclaré avoir menti et les parents en 2024, alors qu'ils ne l'avaient pas fait en 2012, décident de porter plainte. Alors, vous voyez, c'est tout sauf sérieux, cette affaire. Et elle est redevable? Elle est recevable, cette plainte 12 ans plus tard? Le procureur appréciera, mais non seulement elle n'est pas, non seulement il y a un problème de prescription, mais en plus, quelle crédibilité, quelle valeur donner à une plainte lorsque l'enfant lui-même avait reconnu avoir menti et lorsque les parents n'avaient pas cru utile de diligenter eux-mêmes une action contre ma cliente. Vous voyez, donc c'est de l'opportunisme. On essaye finalement de gonfler cette affaire de 2024 avec des faits de 2012 parce que on sent bien que les faits de 2024, eh bien finalement ne sont pas. Encore une fois, je le dis, c'est une anecdote. Voilà, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais on veut en faire une affaire d'État. Bon, et ce n'est pas. On va marquer une pause. Ce qui est certain, et c'est que moi je suis habitué aujourd'hui, parce que parfois d'ailleurs j'ai été au centre de polémiques de ce type, je suis habitué à ce qui se passe avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pendant 24 heures, effectivement, il y a une émotion très forte, très puissante qui peut arriver. Chacun est pris par l'émotion, par l'image, etc. Et puis, avec le temps qui passe, 3 ou 4 ou 5 jours après, tout le monde reprend un petit peu une forme de bon sens. Et moi, c'est ce que j'ai dit ce matin à Vanessa Hedberg. J'ai échangé avec elle, j'ai dit deux choses. Il y a quand même une hiérarchie, forcément. Alors, évidemment, on ne frappe pas un enfant. Évidemment, une petite fille de 3 ans, ça peut être traumatisant pour elle. Ça ne se fait pas, mais voilà, il y a quand même une hiérarchie dans, si j'ose dire, l'horreur. Et je ne dirais pas que ce qui s'est passé dans cette classe va au comble de l'horreur. Évidemment, je ne le dirais pas, parce que je ne le pense pas. Donc après, il faut trouver une sanction qui soit adaptée à ce qui s'est passé. Et l'autre chose que j'ai dite également à Vanessa Hedberg, c'est que si j'étais les parents de cette petite fille, je m'interrogerais, parce que forcément, vous la plongez elle-même non pas dans un traumatisme avec la médiatisation, mais vous entretenez pour elle un climat qui, à l'arrivée, peut être contre-productif. Ça peut choquer ce que je dis là, mais je le pense. Donc je l'ai dit d'ailleurs à Vanessa Hedberg et elle a répondu à cela. Alors, on peut aussi répondre que si c'est pas médiatisé, ça continuera. Cet argument aussi s'entend. Donc on en est là et on essaye d'avancer avec des arguments qui parfois vont dans un sens et parfois vont dans un autre.